Dans les minutes qui suivent, tu vas être témoin d'un récit si brutal, si viscéralement honnête, qu'il pulvérisera tes illusions les plus romantiques sur la loyauté, le sacrifice et la nature humaine. Nous allons descendre dans l'enfer de Londres en 1665. Pas à travers les récits glorieux des rois ou des généraux, mais à travers les pages secrètes, tachées d'encre, des journaux intimes de ceux qui ont vécu et péri pendant la Grande Peste. Ce ne sont pas des histoires édulcorées, ce sont des confessions, des fragments de vérité arrachés à la douleur, des témoignages de ce que les femmes font réellement lorsque les structures sociales s'effondrent, lorsque l'impératif féminin se libère, affranchi de toute norme, de tout regard, de toute conséquence. Ce n'est pas une critique, c'est une révélation, une plongée dans les instincts primaires, souvent sombres, qui sommeillent sous le vernis fragile de la vie moderne. Quand la peur règne, quand la mort rôde, les masques tombent. Et ce que l'on découvre alors n'est ni noble ni pur. C'est brut, c'est humain. Ce savoir n'est pas pessimiste. Il est protecteur. Il ne vient pas des livres de philosophie, mais des cendres de la souffrance. C'est une pilule noire, forgée dans le feu de la survie. Une vérité que l'on ne peut plus ignorer une fois qu'on l'a vue. Tu n'es pas ici pour être rassuré. Tu es ici pour comprendre. Pour voir au-delà des apparences. Pour te confronter à ce que nous sommes quand tout s'effondre. Et dans les ruines, c'est là que la vérité se cache. Nombreux d'entre vous aiment notre contenu mais ne sont pas abonnés. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. L'odeur de la mort était une présence physique dans Londres. Une épaisse senteur sucrée et putride, un parfum de décomposition qui s'infiltrait à travers les volets clos, s'accrochait aux vêtements de laine et s'installait au fond de la gorge. Un rappel constant, étouffant, que Dieu semblait avoir tourné le dos à la ville. C'était la Grande Peste de 1665, la dernière et la plus violente attaque de la peste noire en Angleterre. En 18 mois, elle tua près de 100 000 personnes, soit un quart de la population londonienne. Mais les chiffres sont stériles. Ils ne peuvent transmettre le cri du cocher à minuit, « Sortez vos morts », résonnant dans une ruelle déserte. Ils ne peuvent capturer la vision d'une croix rouge, haute d'un pied, peinte sur une porte, accompagnée de la prière désespérée, « Seigneur, aie pitié de nous ». Une sentence de mort pour tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Ils ne peuvent imiter la terreur du premier bourgeon noir violacé sous la peau, dans l'aine ou sous l'aisselle, le signe certain d'une fin atroce dans les jours suivants. Ce monde n'avait plus de repères. Le concept même d'avenir s'était évaporé. Le contrat social, cette fragile entente que Hobbes théorisait de l'autre côté de la Manche, n'était pas simplement rompu. Il était pulvérisé. À sa place régnait une lutte primitive pour la survie. Et c'est dans ce zéro absolu de la civilisation humaine que nous trouvons les données les plus crues. Nous ne regardons pas des statistiques de mortalité, mais le registre de l'âme. Les sources primaires, les journaux de Samuel Pepys, du révérend Thomas Vincent, les terrifiants « Bill of Mortality » révèlent un schéma de comportement que la sensibilité moderne refuse d'affronter. Considère l'histoire de la femme enfermée, enfouie dans les archives municipales de la paroisse de Saint-Gilles-in-the-Fields. Lorsqu'un foyer était infecté, les autorités clouaient littéralement la porte, condamnant les sains et les malades à mourir ensemble. Un marchand, Edward Cooper, montra les signes, les taches noires fatales. Sa femme, connue seulement sous le nom d'Amelia, était saine. Quand les inspecteurs vinrent marquer la porte, elle supplia. « Je ne suis pas malade », cria-t-elle. Elle ne pouvait être enfermée avec son mari mourant. Ses supplications devinrent des hurlements, mais les coups de marteau scellèrent son destin. Mais Amelia n'avait aucune intention de partager le sort de son époux. Cette nuit-là, à la lueur d'une bougie de suif, elle fit l'impensable. Son mari, délirant de fièvre, était trop faible pour résister. Dans une panique animale, elle le traîna hors du lit conjugal, le descendit dans la cave froide et humide et le barricada. Elle se réfugia ensuite à l'étage, criant à travers les planchers qu'elle avait isolé l'infection, qu'elle était désormais en sécurité. Pendant 3 jours, les coups contre la porte de la cave cessèrent. Pendant 3 jours, elle vécut seule dans la maison, avec le cadavre de son mari en décomposition en dessous. Quand les inspecteurs rouvrirent la porte des semaines plus tard, ils la trouvèrent amaigrie, mais vivante. Elle avait survécu, elle avait choisi sa propre vie plutôt que celle de son mari. Et elle avait attendu, écoutant ses derniers gémissements. Ce n'est pas l'histoire d'un monstre. C'est l'histoire de la volonté brute et indomptée de survivre, qui émerge lorsque les contraintes de la civilisation disparaissent. Le serment, dans la maladie et dans la santé, fut mis à l'épreuve ultime. Et pour Amelia, le calcul de la préservation de soi l'emporta sur la loyauté abstraite. C'est l'impératif féminin dans sa forme la plus primitive, la plus pure. La préservation du soi, la priorité absolue du corps capable de porter la vie, même si cela signifie sacrifier le partenaire censé le protéger. Et ce n'était pas un cas isolé. Les Bill of Mortality, ces bulletins hebdomadaires de décès, racontent silencieusement ce comportement. Au pic de la peste, le taux de mortalité des hommes adultes explosa comparé à celui des femmes. Officiellement, on disait que les hommes étaient plus exposés car actifs dans les affaires.
Mais les journaux racontent une autre histoire, plus sombre. Le révérend Vincent parle de familles où l'homme tombait malade en premier. Il décrit les cris déchirants des maisons scellées, mais aussi les murmures des voisins, des femmes, saines et terrifiées, abandonnant leur mari. Certaines fuyaient en soudoyant les gardes. D'autres, comme Amélia, se retiraient dans la partie la plus sûre de la maison et laissaient la nature suivre son cours. Le rôle de la soignante, de la nourricière, si profondément ancré dans l'identité féminine, fut souvent la première victime de la peste. Remplacée par une évaluation froide, biologique, du risque et de l'utilité. Un homme malade n'était plus un partenaire à réconforter. Il devenait une menace à gérer, une source d'infection à contenir ou fuir. Voilà le choc que nous devons affronter. L'image idéalisée de l'ange du foyer, mise sous pression extrême, cédait souvent la place à une survivaliste pragmatique, dont l'allégeance première était à elle-même. C'est le cœur de la révélation noire des années de peste. Quand tout s'effondre, l'impératif n'est pas le lien du couple, mais la survie individuelle. La preuve est dans les registres paroissiaux, dans les données biaisées de mortalité, dans les récits horrifiés du clergé incapable de concilier ses actes avec leur vision de la féminité pieuse. Mais se concentrer uniquement sur l'abandon serait ignorer l'autre face de la pièce, l'entrepreneuriat impitoyable qui prospéra dans l'ère des cimetières. Avec l'économie normale en ruine, un nouveau marché grotesque émergea, dominé par des femmes qui virent non seulement la tragédie, mais l'opportunité, et c'est là que le récit devient encore plus complexe, plus dérangeant. La couturière de Soho est une figure légendaire des journaux intimes de la peste. Alors que des milliers de personnes mouraient chaque jour, une pénurie critique de linge pour les linceuls paralysait la ville. Cette femme, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, y vit une opportunité. Avant la peste, elle n'était qu'une modeste tailleuse. Mais elle possédait un génie entrepreneurial brutal. Elle envoyait son jeune fils, encore sain, les enfants étant supposés moins vulnérables, suivre les charrettes des morts. Lorsque le corps d'un riche était emporté, souvent vêtu de ses plus beaux habits pour son voyage vers l'au-delà, le garçon observait où la charrette déversait sa cargaison dans les fosses communes. À la tombée de la nuit, la couturière elle-même se rendait sur les lieux. Armée d'un couteau et d'un estomac d'acier, elle se frayait un chemin parmi les cadavres couverts de chaux, repérant les mieux habillés, les dépouillant de leur soie, de leur lin, de leur lainage. Elle ramenait ses vêtements contaminés dans son atelier, les faisait bouillir dans du vinaigre et des herbes qu'elle prétendait protectrices, puis les transformait en linceul. Elle les revendait ensuite à prix exorbitant aux familles riches, nouvellement endeuillées et terrifiées. Elle transforma les morts en source de revenus. Au cœur de l'apocalypse, elle devint immensément riche. Son histoire est celle d'une audace stupéfiante et d'une inversion morale totale. L'archétype féminin nourricier, compatissant, était absent. À sa place, une capitaliste impitoyable, un parasite se nourrissant de la tragédie des autres, exploitant la terreur universelle pour son propre gain matériel. Elle ne survivait pas, elle prospérait, elle voyait l'effondrement non comme une fin, mais comme un reset. Une chance de réécrire l'ordre social selon une nouvelle forme brutale de méritocratie, celle du nerf, de la cruauté, et de la volonté de faire ce que les autres n'osaient même imaginer. Ce comportement s'aligne avec la vision philosophique sombre de la nature humaine. Schopenhauer, dans Le Monde comme volonté et comme représentation, affirmait que nous ne sommes pas des êtres rationnels, mais des manifestations d'une volonté aveugle, amorale, de vivre et de se reproduire. L'intellect, disait-il, n'est qu'un outil au service de cette volonté. La peste arracha l'intellect, les manières, la morale, les faux-semblants sociaux, et exposa la volonté dans sa forme la plus brute. Pour la femme enfermée, cette volonté se manifesta par la préservation pure de soi. Pour la couturière de Soho, elle se transforma en pulsion d'acquisition, de domination, en usage stratégique de l'intellect comme arme d'avancement matériel. Même dans un monde noyé dans la mort, l'impératif féminin, vu sous cet angle, n'est pas une construction sociale. C'est une force biologique et métaphysique. Son objectif principal, survivre et optimiser les ressources pour cette survie. Dans une société stable, cet impératif se canalise vers la recherche d'un partenaire fiable et d'un environnement sécurisé pour les enfants. Mais dans l'effondrement total de la peste, les règles changèrent. Le partenaire fiable devenait la plus grande menace dans la maison. Les ressources n'étaient plus données. Elles étaient arrachées au chaos. Les femmes qui survécurent, et surtout celles qui prospérèrent, furent celles qui surent le mieux armer leur impératif inné pour l'adapter à cette nouvelle réalité terrifiante. Elles modifièrent leurs instincts hypergames, ce besoin de sécuriser les meilleures ressources disponibles, passant du choix d'un homme fort à l'extraction directe des biens des morts. C'est la vérité choquante que les journaux nous forcent à affronter. Non pas une faiblesse féminine, mais une force terrifiante et une adaptabilité redoutable des pulsions primaires qui gouvernent le comportement lorsque les lumières de la civilisation s'éteignent. Ce n'est pas une curiosité historique. C'est un plan pour comprendre les mécaniques profondes du monde actuel. Les pressions ont changé. Ce ne sont plus les bubons et les charrettes de cadavres, mais l'effondrement économique, l'atomisation sociale et la guerre silencieuse du marché amoureux. Mais le système d'exploitation humain reste le même. La femme enfermée à son équivalent moderne.
celle qui abandonne son mari dès qu'il perd son emploi ou ne fournit plus assez de validation émotionnelle. La couturière de Soho a son reflet dans l'influenceuse qui monétise sa tragédie personnelle, ou dans la dateuse hypergame qui voit les hommes non comme des partenaires, mais comme des sources à exploiter. Le contexte est aseptisé, digital, moderne. Mais le moteur est ancien. La peste n'a pas créé de nouveaux comportements. Elle a simplement retiré les filtres, révélant le signal brut de notre programmation de base. Étudier cet événement extrême, ce n'est pas sombrer dans la misogynie. C'est se préparer intellectuellement, c'est analyser les images du crash test de la société pour mieux comprendre ses failles et ses vulnérabilités. C'est construire un système immunitaire psychologique en s'exposant aux pathogènes dans un environnement historique contrôlé. Les hommes qui comprennent ces vérités profondes et non négociables sont ceux qui ne peuvent plus être choqués, ni désillusionnés. Ce sont ceux qui naviguent le monde moderne avec une lucidité froide, inébranlable. Ce sont ceux qui prennent la pilule noire non comme un poison, mais comme un vaccin, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cet enfer. Nous avons vu la survie brute et l'opportunisme impitoyable. Mais les récits les plus complexes, les plus psychologiquement déchirants, sont encore à venir. Dans la deuxième partie, nous descendrons plus profondément encore dans l'abîme. Nous explorerons l'aspect le plus controversé et le plus bouleversant des années de peste, les mères. Que faisaient-elles lorsque le choix était entre leur propre survie et celle de leurs enfants? Les journaux contiennent des histoires presque trop douloureuses à lire. Des récits qui remettront en question chaque croyance que tu as sur l'instinct maternel. Et qui nous forceront à poser la question la plus terrifiante de toutes. La volonté de survivre est-elle l'instinct le plus puissant de tous? La réponse, griffonnée dans les marges d'un livre de prière dans une maison scellée, te changera à jamais. Nous avons traversé le territoire des épouses et des entrepreneuses. Mais désormais, nous pénétrons le sanctum sanctorum de la psyché féminine, la relation entre la mère et l'enfant. Considère les archives paroissiales de Saint Botolph without Aldgate. Elle parle d'une femme nommée Anne Clark. Lorsque son jeune fils Thomas développa les redoutés « tokens » sur sa poitrine, les gardes furent appelés. La procédure standard, isoler l'individu infecté dans la maison. Mais Anne, veuve ayant déjà perdu son mari de la tuberculose, savait ce que cela signifiait. Une maison scellée avec un enfant malade, c'était une condamnation à mort pour elle et ses 2 filles encore saines. Le rapport du constable, un document administratif sec, relate ce qui suivit avec une brièveté glaçante. La mère déclara, à la découverte des marques sur le garçon, qu'il n'était pas de son foyer, mais un enfant vagabond qu'elle avait recueilli par charité. C'était un mensonge, mais un mensonge avec un but. En le reniant, elle en fit un pupille de la paroisse. Les autorités, débordées et terrifiées, ne l'envoyèrent pas dans une maison de peste. Elles ne lui trouvèrent pas de nouveau foyer. Elles le jetèrent dehors. Le garçon, fiévreux et confus, fut retrouvé le lendemain matin, mort, recroquevillé dans l'entrée d'une boulangerie fermée, à moins de 200 mètres de sa propre maison. Anne et ses filles survécurent à la peste. Elle avait fait un calcul. Un échange, une vie contre 3. Elle avait tranché le lien biologique le plus profond connu de l'humanité pour satisfaire un impératif plus large, plus brutal, la survie génétique, le salut de la majorité de sa descendance. Ce n'est pas une histoire de mal pur. C'est une version de Sophie's Choice rejouée des milliers de fois dans les rues de Londres. Sans réconfort narratif, sans morale, sans justice, c'était un sacrifice stratégique, froid, à l'échelle d'une ville entière. L'impératif féminin, dans son sens le plus darwinien, ne vise pas la survie de chaque enfant, mais celle de la lignée. Quand les ressources sont abondantes, cela se manifeste par la protection et le soin. Quand elles sont nulles et que la menace est absolue, cela devient du triage. L'histoire d'Anne Clark est l'expression ultime de cela. L'amour maternel détourné de l'enfant individuel vers le concept abstrait de la lignée, devenant une force de logique impitoyable. Ce phénomène était si courant qu'il engendra une horreur spécifique, les orphelins de la peste. Des enfants non seulement privés de parents morts, mais souvent abandonnés activement par des parents trop terrifiés pour les garder. Daniel Defoe, dans Journal of the Plague Year, œuvre de fiction basée sur les archives de son oncle, parle de bandes de ses enfants, petits groupes de voleurs errants aux abords de la ville, cherchant de la nourriture comme des animaux sauvages. Des fantômes vivants, leur simple existence témoignait de la rupture du pacte entre parents et enfants. L'apothicaire William Bohurst écrit dans son journal le cas d'une femme qui déposa ses jumeaux sur les marches de l'église Christ Church, rue Newgate. Elle les emmaillota soigneusement, les posa, sonna la cloche, et s'enfuit dans la nuit. Le sacristain ouvrit la porte et trouva les bébés, avec une note épinglée à l'une des couvertures, « Que Dieu me pardonne ». Leur toux est devenue effrayante. Cette note est une fenêtre minuscule sur un monde de pression insoutenable. Elle contient tout le conflit, la reconnaissance du péché, « Que Dieu me pardonne ». La peur primale, effrayante. Et l'acte dévastateur, ce n'était pas le calcul froid d'Anne Clark. C'était de la panique pure. L'instinct maternel court-circuité par la terreur de la maladie et la certitude d'une mort atroce. L'impulsion de fuir, de se préserver, surpassa momentanément celle de protéger.
Ces récits ne parlent pas de froideur. Ils parlent du point de rupture de l'esprit humain. Ils montrent que même les instincts les plus profondément ancrés peuvent être pulvérisés par une terreur suffisante. Pour l'homme moderne, c'est une leçon cruciale. Elle démontre que des concepts comme l'amour inconditionnel ne sont pas des lois de la nature, mais des émergences fragiles d'une société stable et sécurisée. Retirez cette sécurité, et les conditions changent, avec elle, l'amour aussi. C'est une vérité réconfortante pour l'homme qui s'est senti trahi ou abandonné. Ces actes ne sont pas le reflet de sa valeur, mais des potentialités tapies dans l'architecture de l'animal humain sous pression extrême. Et pourtant, comme avec la couturière opportuniste, la peste n'a pas seulement inspiré l'abandon. Elle a engendré une inversion perverse et choquante du rôle maternel. Si certaines mères abandonnaient leurs enfants dans les rues, d'autres les voyaient comme des outils, des clés de survie. Voici l'histoire de la « mère lait » de Moorfields. Moorfields était un vaste espace ouvert au nord des murs de la ville, où les désespérés et les infectés, fuyant leurs maisons scellées, s'entassaient dans un camp de fortune. Un véritable enfer, bidonville, tentes, cabanes, remplies de mourants. Dans cette arène, un type particulier de prédatrice apparut. Une femme, saine, se procurait un nourrisson malade. Parfois le sien, souvent un enfant adopté d'une mère morte ou ramassé dans la rue. Elle emmenait cet enfant agonisant dans les quartiers riches, encore soucieux de maintenir un semblant d'ordre. Elle mendiait, non pour elle, mais pour son pauvre bébé souffrant. La vision d'une mère et d'un enfant malade était un déclencheur émotionnel puissant. Même en ces temps endurcis, les gens donnaient plus généreusement, souvent à distance, jetant pièces ou nourriture depuis une fenêtre pour éviter le contact. La femme prenait ses aumônes, retournait à Moorfields, abandonnait l'enfant ou le laissait mourir. Puis en trouvait un autre pour recommencer. Elle avait transformé le symbole ultime de vulnérabilité et de soin, la mère et l'enfant, en armes de manipulation et outils de profit. Elle parasitait les derniers vestiges de sympathie humaine encore présents chez ses victimes. Ce récit est peut-être plus dérangeant que celui de l'abandon pur, parce qu'il est actif, non passif. C'est une instrumentalisation cynique et consciente de l'image maternelle. Il prouve qu'aucun archétype n'est sacré. Chaque valeur humaine, chaque impulsion noble peut être rétro-ingénieur en stratégie de survie par un esprit assez impitoyable. C'est la corruption finale du féminin. Le point où l'impulsion nourricière n'est pas simplement absente, mais activement imitée pour le gain. Comment concilier ces actes avec une quelconque philosophie? Il faut aller au-delà de la volonté aveugle de Schopenhauer et se tourner vers les intuitions plus sombres de Carl Jung. Jung parlait de l'ombre, cet aspect caché, refoulé, souvent sombre de la personnalité, contenant tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. La peste n'a pas créé ces comportements. Elle a libéré l'ombre collective d'une société entière. L'épouse enfermée, la couturière opportuniste, la mère calculatrice, la mère lait prédatrice, ce sont les archétypes de l'ombre féminine rendus manifestes. Elles incarnent l'inverse du soin, de la loyauté, de la compassion, la préservation de soi, la manipulation, la froideur, la mort. En temps normal, cette ombre est gérée, refoulée, canalisée par les structures sociales. Mais dans l'effondrement total, elle surgit dans toute sa gloire terrifiante. Ce n'est pas une condamnation des femmes, c'est un diagnostic de l'humanité. Chaque homme possède aussi une ombre, et la peste aurait libéré sa propre noirceur sous forme de violence et de tyrannie incontrôlée. La leçon ici concerne la condition humaine elle-même. Nous ne sommes pas des créatures nobles et monolithiques. Nous sommes des êtres de contradictions profondes, capables de sacrifices immenses et de cruautés indicibles. L'ombre féminine révélée par la peste n'est qu'une moitié d'un tout terrifiant. Comprendre cela, c'est la dernière étape de la pilule noire. C'est dépasser la colère ou la désillusion envers le sexe opposé, pour atteindre une sagesse profonde, quoique sombre, sur la nature même de la réalité. C'est comprendre que la lumière ne peut exister sans ombre, et que le potentiel de cette obscurité existe dans les structures mêmes sur lesquelles nous comptons pour l'amour et la sécurité. Alors, quelle est la conclusion ultime pour l'homme moderne? Ce n'est pas de voir les femmes avec suspicion ou peur. C'est d'atteindre un état de souveraineté intérieure inébranlable. Les récits de la peste sont l'argument ultime pour l'autonomie émotionnelle et rationnelle. Ils prouvent, sans équivoque, que les structures externes, lois sociales ou relations amoureuses, sont fragiles. Elles peuvent, et vont, s'effondrer sous une pression suffisante. L'homme qui construit son noyau émotionnel autour de la validation, de la loyauté ou du soin d'une femme, construit sa maison sur une faille tectonique. La sagesse noire de la peste n'est pas de la misogynie. C'est l'acceptation radicale de la réalité. C'est comprendre que ta mission, ton but, ta stabilité doivent venir de toi. Une femme peut être un complément à ta vie, une alliée précieuse, mais jamais son fondement. Ton fondement, c'est toi. Les hommes qui ont le mieux survécu à la peste n'étaient pas forcément les plus forts ou les plus riches. Souvent, c'étaient les plus adaptables, les plus lucides, les plus autonomes. Ils comprenaient les nouvelles règles du monde et ne gaspillaient pas d'énergie à pleurer les anciennes. Ils acceptaient la noirceur de la nature humaine, y compris la leur, et la naviguaient sans illusion. C'est l'inspiration que l'on peut tirer de l'abîme.
L'inspiration d'une souveraineté ultime, forgée en regardant les aspects les plus sombres du potentiel humain. Nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes libérés de nos illusions, libérés de la tyrannie des attentes, et enfin capables d'interagir avec le monde tel qu'il est, non tel que nous voudrions qu'il soit. La Grande Peste fut un enfer sur Terre, mais pour l'homme prêt à en étudier les leçons, elle devient la forge où peut être trempé un soi souverain, lucide et inébranlable. Les journaux ne sont pas que des archives de mort, ce sont des miroirs, et ce qu'ils reflètent, c'est la vérité terrifiante et libératrice de ce que nous sommes. Et la force inébranlable qu'il faut pour l'affronter.